la cordonnerie, d'autres tentent dans la couture, d'autres tentent dans la restauration, même dans le fitness. Chacun essaie de créer son petit business autour de cela. C'est pour moi, c'est ce genre de mentalité-là qu'il faut continuer à insuffler aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas comprendre que tu aies 4 millions de francs, que ta maman te remette 1 million ou 2 millions de plus, pour un montant de 6 millions. Au lieu de créer une entreprise avec 6 millions, tu empruntes des voies suicidaires pour aller retrouver un inconnu, un total inconnu. Et peut-être même après, tu vas mourir en route, ou bien même une fois là-bas, on va te repatrier, tu vas revenir et reprendre à zéro. Et tu vas reprendre à zéro avec un mental encore à la baisse. Et même peut-être une nouvelle candidature à l'émigration va se reproduire. Donc c'est vraiment une chaîne qu'il faut casser en changeant les mentalités, en essayant d'agir sur le capital humain. Mais je ne dis pas sur le capital humain comme on essaye de le vendre avec le PSE. Ça ne va pas marcher. Il faut vraiment agir sur les jeunes pour qu'ils continuent à garder espoir. Garder espoir, mais à agir. Comprendre les enjeux, agir. Tenter. Ne pas attendre que l'emploi soit créé et qu'on te le serve sur un plateau. Maintenant, après, l'État doit jouer un rôle très important. C'est quel rôle? C'est de créer les opportunités qui vont faciliter l'éclosion entrepreneuriale autour de tous ces jeunes-là. C'est de faciliter un cadre qui va permettre l'émergence d'une diversité de services. Et on sait qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec le développement des technologies, il y a vraiment de nouvelles demandes qui sont là. Quand j'ai vu l'autre jour qu'un jeune a créé une application qui permettait par exemple de gérer un profil au niveau des écoles, comment gérer les interactions entre les écoles et les parents d'élèves. De là où tu es au niveau de ton bureau, tu as la possibilité de suivre ce que ton enfant est en train de faire au niveau de l'école. Ça, c'est de la création. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment ces genres de valorisation qu'il faut faire pour pousser les jeunes à vraiment aller vers la créativité, vers l'innovation, vers vraiment cet entrepreneuriat-là, c'est tout emploi-là qui va finalement les aider à sortir de ce gouffre. Mais pas tout le temps se dire qu'on va attendre que l'emploi soit créé pour qu'on vienne postuler. Et c'est ça, en fait, c'est ça l'erreur qu'on va continuer à... Si, par exemple, vous voyez ce qui se passe dans les forums du numérique, il y a des inventions spectaculaires. Par exemple, les grands prix, les prix du chef de l'État qui sont remportés par des jeunes qui développent des applications ou d'autres moyens via l'intelligence artificielle. Mais le plus souvent, les prototypes sont là, mais il y a des besoins de financement qu'ils ne parviennent pas à faire combler. Et c'est là où l'État devrait entrer en jeu. Si un jeune a usé de toute sa créativité pour être là et produire une solution technologique, numérique, mais c'est là où l'État doit encadrer le reste et poser les cadres de financement, d'accompagnement, les cadres qui lui permettront un peu d'évoluer et de grandir. Parce qu'en entreprise aussi, il y a la naissance, il y a le moment de maturation, ce qu'on appelle le germe, gérer mieux son entreprise. Donc c'est vraiment tout un process maintenant, au-delà de la création, qui doit exister comme écosystème, pouvant un peu être favorable au développement de toutes ces entreprises et de toutes ces créations. Mais est-ce qu'il y a des success stories que vous avez répertoriées, vous, au niveau de ENDA? Ça marche dans quel domaine le plus souvent avec de petits financements? Aujourd'hui, par exemple, nous travaillons avec les femmes qui sont au niveau de Joal. On a un programme qui les aide un peu à valoriser les produits halieutiques au niveau de la zone des mangroves. On les aide un peu à, en même temps, ça c'est sur le plan économique, mais on les aide à aussi se positionner sur les aspects de changement climatique pour un peu jouer leur rôle par rapport aux questions d'adaptation. Ces jeunes femmes, par rapport à des petits montants de financement, parfois qui ne dépassent même pas le 1 million et tout par groupement de femmes, ça leur permet de gagner en maturité par rapport à leur business, par rapport au séchage. On les aide on leur donne de nouvelles capacités en termes de formation sur comment faire les emballages, les étiquetages, comment obtenir un FRA pour pouvoir produire et introduire ces produits au niveau des grandes surfaces. Donc il y a beaucoup de systèmes, c'est vraiment toute une chaîne. Mais après, c'est là où également l'État doit entrer à nouveau en jeu par rapport un peu à la préférence nationale, par rapport un peu à comment encourager le consommer local. Et moi, le consommer local, je ne l'arrête pas, je ne le limite pas à ce que nous mangeons. Ça doit être encore beaucoup plus global. Ce que nous portons doit être local.
là où nous allons, les endroits que nous fréquentons, on doit encourager vraiment à se booster entre nous et créer un peu ce sentiment de solidarité nationale. Rebâtir vraiment une nation autour d'une économie qui peut vraiment créer de la plus-value en partant de nos produits locaux. Et c'est ça des modèles de valorisation aujourd'hui que nous sommes en train de tester. On travaille avec beaucoup de partenaires là-dessus pour voir un peu quelles sont aujourd'hui les filières qui peuvent être vraiment des filières porteuses de richesse, créatrices de richesse pour les jeunes, pour les femmes, et en même temps qui peuvent être des filières très inclusives, même pour les personnes handicapées qui peuvent se retrouver et avoir leur propre business aussi, et eux également jouer leur rôle. Parce que dans une nation, ce qu'il faut éviter, c'est que des gens ou bien une frange de population se sentent inutiles, ne servant à rien. Ne soit pas sollicité à quelque chose, ne servant pas à grand-chose par rapport à l'économie, par rapport à la marche du pays. Et tout cela, ce sont ces genres de rôles-là, c'est là où nous attendons vraiment que l'État soit encore beaucoup plus actif et beaucoup plus efficace. Alors, Ibn Sougoufara, vous êtes économiste de l'énergie. Est-ce que l'arrivée prévue l'année prochaine du pétrole va être une solution ou une partie de la solution de ce chômage endémique? Si oui, comment? Oui, certainement en termes de finances publiques, l'arrivée du pétrole va booster un peu nos finances publiques. Mais est-ce que c'est une linéarité avec la création d'emplois? Moi, je dis que sur le plan de l'emploi, nous devons changer la manière d'éduquer ou bien de l'éducation. Pourquoi? Je pense que l'université doit être privée. Oui, je tranche pourquoi et je vais m'expliquer. Un jour, les étudiants m'ont invité à FASEC et je leur ai dit que si c'était privé, vous allez faire même beaucoup d'argent. Vous voyez? Aujourd'hui, cet argent-là, on peut le prendre et le mettre au primaire et au secondaire et l'éducation pour tous, obligatoire. L'éducation doit être gratuite. Oui, mais si vous privatisez les universités publiques, vous allez laisser en rade beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens. Je ne pense pas, je vais m'expliquer. Si on me donne le temps, je pourrais même le modéliser et le montrer. Allez-y. Tout simplement. Pourquoi? Le savoir doit être payant. L'éducation doit être gratuite. J'ai dit aux étudiants, vous ne pouvez pas être 80 000 personnes et l'État vous nourrit. Tout le monde sait que c'est impossible. Vous allez vous intoxiquer. Personne ne peut nourrir par jour 80 000 personnes. Il faut se dire la vérité. Vous voyez? Et ce qu'on appelle le trickle-down economy. Je vais dire par exemple, si on met l'argent en bas par rapport en haut, au lieu de prendre 52 milliards à 60 milliards, le mettre dans l'enseignement supérieur, il faut l'éducation de masse. Les lycées, les collèges. L'État n'a même pas allé jusqu'à leur donner le repas. L'éducation, c'est comme ça. Tout le monde sait lire et écrire. Dès l'instant qu'on a le bac, après on se forme pour 2 ans, 1 an. Si par exemple tu veux aller à l'université, nous tous on paye pour vous. Quelqu'un qui a une moyenne de 16, nous tous on paye pour toi parce que c'est l'État maintenant. Tu vois, on rentre dans le marketplace, dans le marché du savoir. Le marché du savoir, l'État maintenant va payer pour toi quand tu as 6 de moyenne. Lorsque tu as 10 de moyenne, ben, tu t'es débrouillé où tu vas faire. Mais c'est la vérité. Et on peut fonctionner avec des prêts et bourses. Je donne un exemple. En Amérique, les universités ont plus de 200, 300 milliards d'endowment, de dotation. Qu'est-ce qui fait cela? Parce que l'État se charge d'éduquer tout le monde, gratuitement. Aujourd'hui, ici, tu peux voir quelqu'un qui paye 70 000 à 100 000 pour aller au primaire. C'est pas normal. On doit éduquer tout le monde jusqu'au bac. Quand tu veux maintenant que l'éducation, le savoir soit gratuit pour toi, là, montre-nous que nous tous, on doit payer pour toi. Si tu as une moyenne de 16, mais on paye pour toi. Si tu as une moyenne de 17, tu es excellent, on paye pour toi dans les universités américaines. Mais tout le monde rentrer à l'université après le bac, l'État ne peut pas, aucune finance publique ne peut supporter cela. C'est pas possible. Vous voyez? Donc, peut-être, lorsqu'on avait besoin d'un État, dans les années 60, c'était notre intérêt. Aujourd'hui, en tant qu'État, ce n'est plus notre intérêt. OK? Et donc, si on fait cela, il y a des modèles où, par exemple, l'État va travailler avec les banques, va travailler avec les compagnies d'assurance, élaborer des systèmes de prêts et de bourses aux étudiants qui vont aller payer leur université. Et vous allez voir que... Là, vous voulez qu'on se calque sur le modèle américain qui privatise ses universités au moment où
l'actuel président Biden a fait passer une loi pour réduire la dette des étudiants envers ses propres universités. Oui, mais par exemple, le pétrole, lorsqu'on a des finances publiques, le jour où, par exemple, on a beaucoup d'argent, les étudiants se sont endettés, on se retrouve pour payer leurs dettes. Là, on a beaucoup d'argent. En fait, c'est l'économie, le business cycle, le cycle. Les cycles réels vont dire, par exemple, au moment où, par exemple, l'économie est en bas, ok, on ne pourrait pas, quand l'économie vraiment est flamboyante, là, on peut racheter les dettes, tout simplement. Mais dire que, par exemple, les universités, qu'on a, par exemple, cette jeunesse, toutes les universités vont être publiques, où est-ce qu'on va trouver ces professeurs? Qu'est-ce qu'il faut? Mais cette restauration-là, mais c'est débile. Mais la même question va se poser également si toutes ces universités-là sont aussi privées. Non, si les universités sont privées, qu'est-ce qui se passe? L'État peut octroyer des prêts, garantir des prêts. Le FONGIP, par exemple, peut avoir une partie où il garantit les prêts, tout simplement, des étudiants. Vous voyez, quand tu sors et que tu as un emploi, en plus de cela, ça peut amener des emplois. Okay? Le fait que les universités soient privées, vous allez voir que la performance va être là. Aujourd'hui, nous on suivait le système français. Mais la France est en train de faire cela. Pourquoi on doit attendre jusqu'à ce que la France fasse cela pour suivre? Non. Non, on peut aller avant eux. Ok? Dire par exemple, oui, le système américain, non, c'est un système qui me fait du sens. Le savoir doit se payer. Si tu ne veux pas que le savoir se paye, montre-nous que nous, en tant que peuple, on a besoin de toi. Tu es excellent. On va payer pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on peut t'assurer l'éducation jusqu'au bac. Tu sais lire, tu sais écrire, tu as des outils pour te débrouiller dans la vie, c'est bon. Okay. Si tu veux maintenant faire jusqu'au doctorat, mais montre-moi que tu es un super doué, on paye pour vous, tout simplement. Aïssatou, vous êtes d'accord sur la privatisation du savoir au niveau supérieur? Pas tout à fait. Je suis un pur produit du système éducatif sénégalais. J'ai fait tout mon cursus ici au Sénégal et je viens de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et je peux vous dire que c'est pas vraiment... c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. Donc, au-delà de la restauration et tout cela, moi, je pense qu'il faut vraiment une économie très intelligente pour pouvoir faire des interconnexions avec tout ça. Ce que je veux dire par là, on se dit que l'université prend beaucoup d'argent. Et je pense que c'est sur cela que s'est basé M. Sougoufara pour dire qu'on devrait privatiser l'université. Mais sauf qu'aujourd'hui, le Sénégal est un pays pauvre. Et on a vraiment déjà qu'on a, on n'a pas, tout le monde n'a pas les moyens, même malgré que l'université soit publique. Pour augmenter les frais d'inscription de 5 000 à 25 000, on a vu ce que vous avez quitté. Tout le monde a. Mais il faut nous montrer que nous tous on doit faire ça pour toi. Ce que je veux dire par là, c'est que même nous qui étions là-bas, je vous parle par expérience maintenant. C'est-à-dire, même en rendant à l'université, dans les conditions dans lesquelles elle est aujourd'hui, avec les prix que les étudiants payent pour aller au restaurant, tout le monde n'a pas les moyens d'aller au restaurant. Tout le monde n'a pas les moyens de payer ses frais d'inscription, de se payer en tout cas ses fournitures. Je pense qu'on ne s'est pas compris. Un peu. Je veux expliquer qu'un étudiant qui a le bac, s'il veut aller à l'université, tout simplement, l'État peut garantir un prêt pour lui. Cela veut dire, si tu es accepté à la faculté des sciences, tu utilises cela pour venir, l'État garantit le prêt à la banque. Et puis, si par exemple tu as une moyenne extraordinaire, l'État peut t'octroyer, en plus de cela, une bourse. Et là, si vous allez à l'université avec ce montant-là, cet argent-là, vous allez payer l'université. C'est que l'université mais c'est ça la privatisation. Voilà, c'est ça. On a bien compris. Tu as les moyens. On a bien compris ce que vous dites. Oui. Mais ça reste quand même une dette. Oui. Ça reste quand même quelque chose à payer dans un contexte où les gens sortent de l'université et n'ont pas les moyens de trouver un emploi ou bien de créer même un auto-emploi ou bien une entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que l'État peut peut-être essayer à être beaucoup plus intelligent, à essayer de trouver des connexions autour de l'université qui vont créer de la richesse et de la plus-value. Comment? La restauration, je prends juste cet exemple-là. Pourquoi ne pas changer le contenu de la restauration pour que ça soit des produits locaux, par exemple, produits ici? Tout ce que les étudiants vont manger seront produits au Sénégal, par exemple. C'est un modèle. Tout ce qui sera dépensé au niveau de la restauration, au niveau de la cafétéria des étudiants, que tout soit produit au Sénégal, oui. Tout. Essayons un peu ce modèle-là pour voir comment maintenant créer de la richesse, faire des connexions avec l'agriculture, avec l'élevage, avec la pêche, etc., etc.,
autour de l'université. Et ça, c'est un modèle qu'on peut répliquer et reproduire. Aujourd'hui, au Sénégal, on a combien d'universités? On parle de l'université Anta Diop, mais dans les autres régions, il y a d'autres universités. Oui. J'ai entendu la dernière fois que Hassan Sek de Ziguinchor a créé une annexe au niveau de Kolda et ils ont reçu beaucoup plus de demandes que la capacité. Plus même de 5000 demandes selon le ministre Baldé. Par rapport à la capacité d'accueil de ce qu'ils ont mis en place au niveau de la région. Ça montre que la demande va continuer sans cesse à évoluer. Et je pense que pour un pays comme le Sénégal, on peut essayer de trouver des solutions à court ou moyen terme qui peuvent nous aider un peu à dépasser ce tournant ou bien à gérer des problèmes. Maintenant, ce que vous dites, ce n'est pas une mauvaise idée, mais dans quel horizon temporel on va l'inscrire? C'est sûr que ça ne pourra pas être une solution applicable dès demain, par exemple. Mais on peut, je pense, essayer de réfléchir sur comment, à partir de l'université, créer d'autres richesses, créer d'autres systèmes de business et de filières autour de ce temple du savoir. Alors, Ibn Soukoufara, depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le monde semble changer de trajectoire. Quelle place le Sénégal devrait avoir en Afrique, comme dans le monde, dans cette nouvelle configuration du monde, si jamais elle a lieu? Merci Makumba. Je pense que nous ne sommes pas un pays ordinaire dans la sous-région, nous ne sommes pas un pays ordinaire en Afrique. Seulement, aujourd'hui, il faut un changement de paradigme sur la gestion des affaires publiques. Les façons de faire doivent changer, tout simplement, et s'adapter. Le monde est en train actuellement de changer de bord. Toutefois, moi, mes opinions personnelles, je les ai et je peux le démontrer économiquement, tout simplement, qu'on doit changer cela et trouver d'autres partenaires. Aujourd'hui, on parle beaucoup de BRICS, par exemple. Ok, je suis un économiste qui ne croit pas à cela. Pourquoi? Pour avoir une monnaie tout simplement internationale, il faut d'abord que des pays harmonisent même leur politique de taxation, de taxes, des impôts. Ils doivent l'harmoniser. Ils doivent avoir une mobilité parfaite, non seulement des biens et services entre eux, mais ils doivent avoir la mobilité du labor market, le marché du travail. Vous voyez? Donc, toutes ces catégories requises pour établir une monnaie, ces BRICS-là ne l'ont pas encore. Et je suis un économiste aussi qui pense que la corruption, avec la corruption, rien du tout ne peut se faire. Je le crois fermement. La corruption amène l'inflation. Je le sais. On peut le démontrer. La corruption amène le découragement des vrais entrepreneurs. Et donc, je pense que aujourd'hui, l'Amérique à la tête du monde, parce qu'au moins, il essaie toujours de combattre la corruption. La preuve... Oui, le dernier exemple, c'est le sénateur de New Jersey qui a été rattrapé avec des lingots d'or. Exactement. Dans ses toilettes. Exactement. Et cela ne va pas être facile pour lui. Vous voyez? Donc, ce système-là, bon, j'ai l'habitude d'entendre, oui, pro-américain. Je dis non. J'ai vu quelque chose de bon et je le veux pour mon peuple. Tout simplement. Le fait de diviser le pouvoir, c'est très bon. Le fait de, par exemple, mettre quelque chose comme le whistleblowing. Savez-vous qu'en Amérique, par exemple, Makumba, lorsque je travaille pour un ministère, du planton au ministre, si quelqu'un, un fonctionnaire, un travailleur voit quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais, savez-vous que il y a ce qu'on appelle le système du whistleblowing. Lanceur d'alerte. C'est ça, lanceur d'alerte. Il va venir le dire. Il peut gagner de 300 000 à 3 millions de dollars. Vous voyez? Est-ce que ça, c'est juste américain? Mais ça, c'est même islamique. Vous voyez? Donc, je pense que nous devons changer nos façons de faire pour pouvoir se lancer dans cette perspective-là de développement. Le pétrole est un enjeu fondamental et peut aider. Le pétrole aide beaucoup. Mais je n'aimerais pas le voir comme on le fait au Nigeria, par exemple. Vous voyez? Avec beaucoup d'injustice sur la gestion. Vous voyez? Le pétrole peut résorber beaucoup de problèmes, en autant qu'on regarde la justice dessus, le fairness, vous voyez, de la gestion du pétrole et du gaz. C'est très important aujourd'hui qu'on change nos façons de faire. Celui qui faut faire de l'argent, il n'a qu'à aller faire dans le privé. Il y a ce qu'on appelle le privé, mais ce n'est pas l'État. Alors, Aïssatou Mbaïsi,
chargé de programme à Enda Ecopop. Comment pour vous le Sénégal doit se comporter pour naviguer cette nouvelle phase qui va venir? Avec le pétrole? Avec le pétrole et avec peut-être le changement de trajectoire du monde, même si lui, il dit qu'il est contre la dédollarisation, la théorie de la dédollarisation. Bon, d'abord sur le pétrole, il est clair que ça peut aider. Maintenant, juste peut-être un point, et c'est en complément à ce que Ibnou a dit. Je pense qu'il ne faudrait pas tomber dans le piège de prendre les taxes issues du pétrole pour continuer à alimenter un système trop gourmand de gouvernement. Il ne faudrait pas qu'on continue avec une pléthore de ministères, avec un train de vie de l'État très élevé, alimenté par les ristournes du pétrole. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter, parce que ça va continuer à creuser les inégalités sociales. Le pétrole n'aura pas, dans ce cas, servi pour le peuple sénégalais. Alors que l'argent du pétrole, les taxes issues du pétrole en tout cas, doivent servir à gérer la demande sociale par rapport aux équipements sociaux de base, par rapport aux conditions qu'on cherche, en tout cas, le minimum de mieux-être qu'on cherche au niveau des territoires. Et même les pêcheurs qui seront impactés par les puits, les offshore. Voilà, que toutes ces franges de la population puissent se retrouver, puissent se dire que, ok, ils ont au moins senti un changement, une transformation dans leur vie issue de la nouvelle activité économique du Sénégal qui est un peu autour du pétrole. Donc vraiment, l'État aujourd'hui aussi, en tout cas le prochain président qui sera là, on lui souhaite vraiment qu'il ait cet état d'esprit-là pour ne pas vraiment faire cette erreur de jugement par rapport au pétrole et par rapport à ce que l'argent des taxes du pétrole devrait pouvoir gérer. En tout cas, nous permettre de gérer en tant que pays pauvre, voilà, quasiment dans tous les secteurs, il y a des urgences. Je ne parle même pas de priorité, mais vraiment d'urgence. Oui. Alors, Ibnou Sougou Farah, vraiment pour terminer, où auriez-vous dirigé en masse l'argent issu du pétrole? Oui, l'argent issu du pétrole, à l'emploi. L'emploi comment? Et l'éducation. Puisque moi, je pense qu'une démocratie est préservée s'il y a une bonne éducation. L'éducation doit être la base de la démocratie. Donc, pour moi, on doit s'orienter sur cela et enseigner les nouvelles technologies à tout le monde, aux jeunes par exemple, et puis changer nos façons de faire, notre mentalité par rapport à l'État. Okay. Notre mentalité par rapport aux politiques publiques. Comment on est? Qu'est-ce qu'on pense sur les politiques publiques? Qu'est-ce qu'on pense avec un gouvernement? Qu'est-ce que je fais? Par exemple, en anglais, les gens disent que c'est public servant. Je suis serviteur du public. Ici, on dit fonctionnaire. Vous voyez? C'est différent. Oui. Aïssatou, oui. Vraiment pour terminer cette fois-ci. Pour terminer, Macoumba, en te remerciant de l'invitation et en me réjouissant vraiment d'avoir partagé ce plateau avec M. Sougou Farah qui donne des avis très très intéressants. Je pense également que notre modèle de gouvernance, très sincèrement, on doit le revoir aussi. Notre système de gouvernance, on doit le revoir de fond en comble. Je pense que ce sont des réformes qu'il faut faire. En tout cas, dans le contexte du pétrole, on ne peut pas y aller avec le même système de gouvernance que nous avons présentement. Et le manque de transparence. Le manque de transparence, de redevabilité, d'ouverture même par rapport à l'inclusion sociale, à la participation citoyenne. Il y a vraiment des B.A.B.A, les basics qu'on doit vraiment gérer sur certains... Et les gens ont dépassé cela. Vraiment, les pays qui se respectent en termes de démocratie, ils ont dépassé certains caps. Et aujourd'hui, il est inconcevable qu'un citoyen sénégalais ignore, par exemple, le budget du Sénégal. Par exemple. On devrait pouvoir en parler de manière très libre, très naturelle. Il y a l'ONG 3D qui fait des efforts dans ce sens. Merci beaucoup, merci infiniment à Aïssatou Mbaïsi, chargé de programme à Enda Ecopop. Merci beaucoup à Ibnou Sougou Farah, économiste de l'énergie. Rémi Ménage, exceptionnellement animé.